à tous, je vous remercie beaucoup d'être venus pour cette restitution de l'étude promouvant H2 pour des solutions hydrogènes pour la propulsion de nos bateaux fluviaux. Alors, même si vous l'avez déjà fait, je tiens tout particulièrement évidemment à remercier E2F, CFT, LMG pour avoir réussi à mener cette étude-là, sans oublier nos financeurs du fonds FEDER européen qui a été instruit par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Juste pour vous rappeler le contexte de cette étude-là, je vous rappelle que le fluvial a un objectif de décarbonation de sa flotte à 2050. Nous sommes donc engagés vers une décarbonation. Pour cela, il s'agit de définir justement notre feuille de route, quelle trajectoire, quels sont les jalons, les étapes à franchir pour réussir à atteindre cette décarbonation. VNF, avec les acteurs du fluvial, on s'est engagé, je suppose que vous en avez tous entendu parler, dans une étude qu'on appelle Fluent, Fluvial Énergie Transition, qui nous permet justement de nous aider dans la définition de cette trajectoire-là. Une étude complètement holistique, où on est venu regarder aussi bien les aspects environnementaux, économiques, pour pouvoir justement définir ces différentes étapes. Vous le savez, première étape qui sera à franchir à 2035 pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35%. Pour cela, il y a différentes solutions déjà qui existent, qu'on préconise. Notamment, je vais vous les rappeler, même si vous les maîtrisez, qui est tout simplement aussi de favoriser le raccordement à quai des bateaux, de favoriser l'éco-conduite et aussi l'utilisation de carburants biosourcés ou du biogaz. Et ensuite, on a une autre étape, évidemment tout ça, ça se met aussi en parallèle, qui est d'arriver à une décarbonation à moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre à 2050. Pour cela, d'autres solutions sont à utiliser, notamment tout ce qui est propulsion électrique, et l'hydrogène constitue une solution. Donc là, l'objectif, c'est justement de stimuler, de favoriser cet écosystème autour de ces solutions d'hydrogène qui sont émergentes, et donc de favoriser le développement de bateaux à hydrogène. Bonjour à tous, merci Aurélie pour l'introduction. Voilà, donc le projet Promouvant H2 fait suite au projet Promouvant tout court, donc, que nous avions lancé donc, en partenariat avec CFT, ici présent, et avec d'autres partenaires qui ne font plus partie en fait, du consortium, puisqu'on est sur une seconde étape, mais il est quand même important de les rappeler. Donc il y avait l'entreprise ENAG pour l'électronique de puissance, le bureau Mauric pour l'architecte naval. Oui, le commissariat à l'énergie atomique pour la pile à combustible. Et donc Livstar qui avait pris en charge tout ce qui est devenu Gustave Eiffel et qui avait pris en charge l'ensemble des instrumentations. Dans ce premier projet, en fait, chaque partenaire avait un rôle bien défini. CFT arrivait avec 3 bateaux. Vous aviez aussi la direction technique du projet. Le CEA apportait son expertise sur la pile à combustible, le bureau Mauric sur l'intégration des systèmes d'hybridation dans les bateaux. Nous, VNF, nous pilotions le projet et tout cela était financé par le fonds FEDER interrégionalisé du plan Rhône-Saône, que l'on remercie aujourd'hui également, puisque Julie, tu représentes le CTTI et le CPIER aujourd'hui. Donc voilà, à l'issue de ce projet, les premières conclusions nous ont amené vers voilà, la faisabilité de l'intégration de piles à combustible et d'hybridation dans les bateaux. C'était bien l'objectif de savoir si c'était possible ou non et dans quelles conditions, bien sûr sur une grosse maille, et d'accompagner aussi le déclenchement d'un démonstrateur. Ce que nous avons également réussi grâce à CFT, puisque vous êtes lancé dans la construction du Zoulou à la suite de ce projet-là. Dans la nouvelle version du projet, donc Promouvant H2, comme je l'ai dit tout à l'heure, le consortium s'est rétréci sur d'autres compétences, puisque
Le Zoulou a été accompagné par, non pas par l'architecte naval Maury qui était dans le projet, mais par LMG Marin. Je vous laisserai vous présenter après. E2F nous a rejoint également pour toute la partie dissémination et l'accompagnement des opérateurs. Et donc CFT, bien sûr, est toujours là. Et nous, VNF, avons continué de piloter ce projet pour justement accompagner le développement des systèmes hydrogène, donc piles à combustible. On ne parle pas de moteur à combustion interne aujourd'hui. Donc des systèmes piles à combustible sur les bateaux à la fois de fret et de tourisme. Donc sont venus nous rejoindre également dans ce projet les opérateurs fluviaux, en plus de CFT, puisque l'objectif, vous le verrez aujourd'hui, c'est réellement de disséminer l'expérimentation de CFT très très largement auprès des opérateurs, pour que les opérateurs qui demain feront le souhait d'aller vers de l'hydrogène, piles à combustible, puissent avoir des clés de techniques, financières, environnementales, pour accompagner leur projet. Ça ne permettra pas de réaliser un avant-projet sommaire, mais ça permettra déjà aux opérateurs qui se sont invités dans la course et à ceux qui pourront, qui est là aujourd'hui certainement, d'avoir une première idée de ce que c'est que de mettre une pile à combustible et de l'hydrogène dans un bateau. Je vais bientôt finir. On a donc 7 opérateurs dans ce projet, 7 bateaux qui sont modélisés. Et parmi les opérateurs qui nous ont rejoints et qui sont spécifiquement sur le bassin Rhône-Saône, pourquoi sur le bassin Rhône-Saône? Parce que, donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de financements interrégionaux du bassin Rhône-Saône, donc forcément, on est allé chercher des opérateurs fluviaux de ce bassin-là. Et donc, on a des opérateurs de tourisme, donc les bateaux lyonnais, les bateaux de Provence. On a également des opérateurs de fret, avec Kémoine, qui est présent aujourd'hui, donc avec CFT, avec l'entreprise Platard, qui vient avec son pousseur, et la CNR et le Citral. La CNR pour son projet de bateau à passagers, le Citral pour son projet de bateau à passagers, je vais y arriver, excusez-moi, à passagers, et la CNR pour son bateau de travail. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation du projet. J'étais un peu longue, désolée, je passe la parole à Cécile. Merci Cécile. Bon, tu as tout dit du projet Promouvant H2 en un temps record. Alors, on va peut-être rentrer un peu dans le détail maintenant à travers des tables rondes. Moi, je voudrais juste expliquer assez simplement pourquoi nous avons accepté au titre de la fédération de participer à ce projet, même si évidemment nous n'y avons pas participé sur le plan technique. Et ça a été dit par Aurélie il y a quelques instants. Nous sommes engagés dans la définition d'une feuille de route de décarbonation à l'horizon de 2050. Et cela suppose de travailler sur différentes temporalités. J'allais dire en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur le court terme. Le court terme, c'est quoi? C'est le recours à des carburants de substitution ou alternatifs au gazole non routier. C'est le déploiement du raccordement à quai des bateaux, qu'il s'agisse de bateaux de marchandises ou de bateaux passagers. C'est l'hybridation. Et puis on doit anticiper un horizon un peu plus lointain avec des solutions de production de l'énergie et de l'électricité fondées sur, en l'occurrence, l'hydrogène, mais également sur d'autres types de gaz. Et c'est sur ce second volet, sur cette seconde temporalité, que s'inscrit le projet Promouvant H2, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'applicatif, et Steve nous parlera du Zoulou dans un instant, qui est un précurseur. On entre dans le concret avec Promouvant H2, si j'ose dire.
On entre dans le concret parce que on fait des modélisations au travers de cas d'usage. D'ailleurs, il en manque un, et on évoquera tout à l'heure dans la suite de nos travaux les suites de Promovant H2, parce qu'il y aura des suites à Promovant H2. En particulier, une de nos frustrations, c'est de ne pas avoir modélisé de bateau de croisière avec hébergement. On en a suffisamment parlé entre nous. On entre dans le concret avec ces modélisations et avec un aspect qui me paraît tout à fait fondamental et qui est un sujet qui entre dans le scope de celui des fédérations professionnelles, qui est le volet réglementaire, qui est potentiellement un point bloquant ou freinant sur les déploiements de ce type de technologie au niveau français, mais également au niveau européen. Donc, après, il y a des sujets qui, moi, me préoccupent, j'allais dire, ou m'intéressent, mais on va y venir dans la suite des tables rondes. C'est la question du rétrofit, qui a fait également l'objet d'analyse. Donc voilà, en guise d'introduction, mais très heureux d'avoir participé à Promovant H2 et on en attend encore beaucoup pour la suite. Merci. Je suis Vincent Rudel, je suis le directeur général d'LMG Marine France. Nous avons participé à ce projet-là sur des aspects de modélisation, d'intégration préliminaire de l'hydrogène pour valider la faisabilité de l'installation d'hydrogène, autant sur les aspects de stockage et de conversion d'énergie sur cette flotte de bateaux représentatifs du bassin étudié. Pour vous expliquer un petit peu d'où on vient, il se trouve qu'on regarde l'hydrogène depuis quelque temps de très près, entre autres avec Sogestran. On est partenaire du projet Flagship déjà, sur lequel on a pu vraiment beaucoup apprendre au travers de ce projet du Zulu 6, sur lequel on a travaillé sur les aspects d'intégration, sur les aspects réglementaires qui ont été abordés. Donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce projet-là. Également dans le maritime, où il y a aussi des réalisations sur lesquelles nous avons participé. Il y en a 4, une en Norvège, d'autres en France. Et donc toutes ces acquisitions de connaissances ont vocation à être disséminées dans le cadre de ce projet-là, autant sur les aspects réglementaires, technologiques, avec une technologie qui évolue rapidement, des nouveaux acteurs qui proposent leur technologie autant sur les aspects stockage d'hydrogène liquide ou comprimé et piles à combustible qui sont abordés dans les conclusions de notre rapport. Et puis ces modélisations qui ont vocation à donner des éléments aux différents partenaires du projet pour les accompagner dans l'étude de faisabilité de cette transformation des bateaux étudiés. Et puis d'autres, l'idée était d'avoir des bateaux qui sont représentatifs et qui permettent aussi d'envisager les problématiques qui peuvent être envisagées avec l'hydrogène au travers de ces bateaux représentatifs, mais pour d'autres bateaux représentatifs du bassin. Donc tous ces aspects-là ont été étudiés, présentés dans le rapport, et donc comme je l'ai dit, ont vocation à vraiment donner des outils technologiques, bien comprendre les quelques compromis qui doivent être faits lorsqu'on migre vers un vecteur d'énergie qui est vert et qui, voilà, vous l'aurez compris, le champion c'est le diesel. Dès qu'on va parler d'hydrogène, il y aura certains compromis à faire. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à présenter dans le rapport et de montrer les pistes qui peuvent être explorées pour intégrer l'hydrogène sur ces bateaux-là. Et puis des volets économiques et environnementaux sont également abordés, de manière à vraiment pouvoir identifier en quoi l'hydrogène, dans la mesure où l'hydrogène est vert, peut répondre vraiment à ce besoin de décarbonation que le monde du fluvial rencontre aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là vont vous être présentés. Alexandre, qui prendra la parole tout à l'heure, a travaillé sur ces modélisations. Il pourra se présenter à cette occasion-là. Et donc voilà, on espère que vraiment tous les éléments partagés seront des outils d'aide à la décision précieux pour pouvoir avancer sur ces aspects de décarbonation.
Et puis je parle pas trop du Zulu 6, on part du principe que tu vas en dire un petit peu plus. Ouais, moi bonjour, je vais revenir sur Cécile avait parlé du projet Promovant qui nous emmène au début des années 2010 à 2014, quelque chose comme ça. Je vais revenir sur pourquoi on s'était engagé à l'époque là-dessus, ce qui explique un peu pourquoi on est là aujourd'hui. Quand on a lancé, quand VNF a lancé le projet Promovant, qu'on a rejoint assez rapidement, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ce qui nous avait intéressé, c'est effectivement d'avoir accès à des acteurs scientifiques qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer dans le fluvial. Donc tu as parlé du CEA, l'IFSTAR, avec des technologies qui étaient celles de la pile à combustible, mais aussi de la batterie, parce qu'on a quand même pas mal parlé tout simplement de la batterie, qui étaient des technos qu'on voyait émerger à l'époque et qui nous intéressaient. CFT était impliqué depuis de très nombreuses années sur la partie réduction de ses impacts en termes voilà, impacts environnementaux, mais aussi impacts sur les berges, le bâtillage, etc. Et naturellement, on s'est intéressé à ça, et aussi en partant d'un constat qui est que pour agir sur un phénomène, la première chose, c'est de mesurer ce phénomène-là. Et ce qui était très intéressant dans Promovant, c'est qu'on avait une grosse partie de modélisation, de mesure des puissances, de comment on produisait, on gérait et on utilisait l'énergie à bord. On faisait un peu de la mesure de polluants aussi, mais je dirais que ça c'était notre côté ingénieur pour aller jusqu'au bout du truc. Mais la partie modélisation énergétique était la plus intéressante. Sur l'impact environnemental d'un bateau, la consommation d'énergie, il y a deux gros sujets. Il y a comment la coque se comporte dans l'eau et comment on génère l'électricité à bord, l'énergie mécanique, pardon, et comment on l'utilise. Et donc Promovant, on se consacrait là-dessus, c'est-à-dire qu'on faisait abstraction du reste. Ça ne veut pas dire que le reste n'était pas important, ça veut juste dire qu'on se focalisait là-dessus. Et ça nous a intéressé parce que on ne s'était pas jusqu'alors vraiment intéressé à ça. Donc le projet Promovant est parti de ce point-là. On a modélisé, on avait décidé dedans, le Poséidon. On a pas mal travaillé, on a eu des résultats qui étaient très intéressants. On parlait à l'époque que d'hybridation, finalement. Et les résultats étaient intéressants, parce qu'on avait montré à l'époque que hybrider c'était bien, mais il y avait une certaine limite. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine limite, l'intérêt il redescendait. Et on a acquis beaucoup de connaissances là-dedans qui ont été utiles par la suite. Ça nous a amené au projet Zulu H2, même si Promovant ne participait pas au financement du projet Zulu, parce que c'est un financement européen. En fait, c'est le travail qu'on a fait dans Promovant qui nous a amené à réfléchir à ça, à créer de la connaissance. Et quand on a eu l'occasion de se lancer dans le projet Zulu H2 en 2018, quand on a répondu au call en 2018, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on doit verdir, parce qu'en fait, la trajectoire de verdissement, même si on en parle beaucoup, en 2018, on avait déjà cette trajectoire qui commençait à s'imprimer. On s'est dit, ok, si on veut verdir, si on veut aller vers du zéro émission, qu'est-ce qu'on a comme techno disponible? On avait deux trucs, on avait la batterie et l'hydrogène. On avait un call européen sur l'hydrogène, donc on est parti sur l'hydrogène, avec notre expérience de Promovant et avec ce qu'on avait acquis là-dedans. Et c'est en fait à travers la première implication qu'on a eue dans Promovant qu'on a pu mener le projet Zulu H2, qui est toujours en cours, qui verra jour un jour, hein, ne vous inquiétez pas. On en parle depuis des années, mais il est là, il est chez nous, les piles à combustible sont chez nous, et d'ici la fin de l'année, on espère pouvoir le mettre en service. Donc voilà comment on est venu de Promovant dans les années 2010 avec VNF sur le Rhône, au projet Zulu Hydrogène, et comment naturellement, évidemment, on a continué dans Promovant H2, même si on aurait voulu avoir peut-être un démonstrateur sur le Rhône, malheureusement, on n'a pas pu le faire pour différentes raisons. Mais ça ne nous a pas empêché d'accompagner le truc, et parce qu'il y avait des acteurs qu'on connaissait, avec qui on travaille, et surtout parce qu'on ouvrait à toute la flotte. Et c'est finalement ce qui est intéressant dans ce genre de projet-là. On sait que si on veut progresser, on ne progressera pas tout seul dans notre coin, mais qu'on a besoin en fait que ces technos elles diffusent auprès des autres opérateurs, même si d'un point de vue économique, c'est pas toujours intuitif d'aller travailler avec ses concurrents. Mais on voit bien que sur ces technos-là, on ne le fera pas malheureusement tout seul. Alors bonjour à tous. Du coup moi je travaille pour LMG Marin, je suis l'ingénieur projet de Promovant H2.
Je m'appelle Alexandre Bello, donc je suis à l'AMG depuis 3 ans. Je suis impliqué sur les thématiques du fluvial, déjà sur Promovin H2, mais aussi finalement sur le ZLU, puisque j'ai participé au développement du projet de bateau à pile à combustible. Et ce matin, du coup, je viens de présenter les résultats de l'étude Promovin H2, dont l'objectif principal est l'étude de l'hydrogène comme source d'énergie pour les applications sur le fleuve, en s'intéressant en particulier à, on va dire, aux spécifications du système propulsif à hydrogène bateau par bateau, donc en s'intéressant aux spécificités de chaque bateau, à leur profil de mission, leurs besoins propulsifs, à l'intégration de ces équipements à bord, en travaillant à partir de plans et de documentation technique, et finalement au bilan environnemental et au bilan économique des concepts qui ont été développés. Donc aujourd'hui on a réalisé toutes ces études et on vient vous présenter les résultats finaux. Ces résultats seront intégrés, sont intégrés puisque le rapport est finalement en cours de finalisation. Vous trouverez tous les résultats relatifs à cette étude dans le rapport qui sera délivré d'ici quelques semaines, dans lequel vous trouverez du coup on a une suite de chapitres. Le chapitre 1 vous parlera plutôt de la technologie hydrogène dans sa généralité, non seulement des thématiques de production d'hydrogène vert, de production de puissance à partir d'hydrogène sur les bateaux. Le second chapitre vous présentera toutes les hypothèses des modélisations qui ont été effectuées, donc vraiment la construction du modèle énergétique, bateau par bateau, tous les détails relatifs à la campagne de mesures qui ont été réalisées avec les partenaires du projet. Et enfin, tout le reste des chapitres seront finalement les cas d'études, donc les 8 bateaux qui ont été modélisés sur le projet, avec du coup une suite d'études sur les modélisations, les résultats obtenus, les plans d'intégration quand c'était possible, et les calculs, le bilan économique et environnemental. Et en fin de compte, le dernier chapitre présente quelques, on va dire, ouvertures des généralités ou finalement des choses que nous, en tant qu'intégrateurs de technologie, on a appris sur le projet Promovant et qui peuvent être utiles finalement à la filière et au développement des technologies hydrogène. Alors, la présentation qu'on va faire du coup ce matin suit finalement aussi un petit peu ce plan-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par parler de technologie et de production d'hydrogène, il y a un petit peu de mise en bouche sur les technologies. Donc, Vincent parlera de ces thématiques en particulier. Et je reprendrai la main ensuite pour présenter la méthodologie de travail, en présentant comment est-ce qu'on a travaillé sur les modélisations et l'intégration des technologies sur les plans. Je présenterai les résultats obtenus bateau par bateau, et finalement on conclura avec les éléments de conclusion, ce qu'on a pu développer et ce qu'on a appris sur le projet. Donc je vais laisser la parole à Vincent peut-être maintenant sur la partie technologie. Merci Alexandre. Donc comme tu disais, je vais me charger de la mise en bouche sur des généralités liées à la production d'hydrogène. Déjà des généralités sur ce qu'est l'hydrogène, la production d'hydrogène, la conversion d'énergie d'hydrogène à bord d'un navire, à bord d'un bateau avec des piles à combustible, et puis le stockage d'hydrogène à bord de ce bateau sous différentes formes. Et j'aborderai aussi certains éléments d'introduction sur la sécurité. Et puis enfin, j'illustrerai tout ça par quelques réalisations en cours. Donc voilà. Donc, pour commencer, pour bien comprendre ce qu'est l'hydrogène, alors on fait fréquemment le raccourci en appelant cette molécule d'hydrogène. Il s'agit en réalité de dihydrogène, de molécules d'hydrogène qui, une fois combinées avec de l'oxygène au sein d'une pile à combustible, au sein de laquelle il y a une réaction électrochimique, on produit de l'eau et de l'électricité. Cette électricité qui ensuite, à bord du bateau, sera utilisée pour produire l'énergie nécessaire aux usages à bord du bateau. Donc là, on introduit certaines notions. On introduit la notion de stockage de cet hydrogène, et puis on introduit la notion de pile à combustible, qui est finalement l'élément qui va convertir l'énergie stockée dans l'hydrogène en énergie disponible pour le bateau. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que dans la mesure où l'hydrogène
qui à son origine, si cet hydrogène est vert, finalement l'ensemble de la chaîne propulsive du bateau sera également verte. C'est ce qu'on comprend ici. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit de différentes manières, majoritairement via des processus qui sont carbonés, du vaporéformage, qui produit de l'hydrogène qui n'est, si on doit lui donner une nuance de couleur qui n'est pas vert. Mais aujourd'hui, tous les efforts en termes de développement d'écosystèmes, en termes de financement public également, et pour des usages de mobilité lourde qu'on cherche à verdir, cet hydrogène-là est issu d'électrolyse de l'eau, qui, dans la mesure où l'électricité utilisée pour faire cette électrolyse de l'eau, si cette électricité est bas carbone, l'ensemble de la chaîne de propulsion du navire, depuis la source de l'énergie jusqu'à l'électricité qui est disponible à bord du bateau, l'ensemble de cette chaîne devient verte. Donc c'est ce qu'on illustre ici, dans la mesure où cette électrolyse de l'eau est faite à partir d'énergie renouvelable ou d'électricité bas carbone. On a une chaîne de propulsion qui est vertueuse. Donc c'est vraiment aujourd'hui les dynamiques qui émergent sur tous les développements des écosystèmes d'hydrogène, c'est vraiment de faire la promotion de cet hydrogène bas carbone ou vert qui permet in fine d'avoir un usage décarboné à bord de bateau. Pour illustrer ces différentes typologies de production, alors sans rentrer dans le détail, mais vraiment ce que ce graphe illustre, c'est la diversité des productions d'hydrogène et finalement les différences qu'il peut y avoir en termes d'intensité carbone, de facteurs d'émission de ces différents processus de production d'hydrogène. La source ici c'est l'ADEME, qui permet d'illustrer le fait qu'on a des sources plus ou moins carbonées. Pour commencer à introduire certaines notions, derrière la décarbonation, il y a aussi des recours à des énergies qui sont plus ou moins bon marché et qui du coup vont impacter le coût de la molécule une fois que celle-ci sera stockée à bord d'un bateau. Donc lorsqu'on parle d'hydrogène vert, le coût d'hydrogène vert, dans une proportion non significative, est quand même impacté par le coût de l'électricité qui permettra de faire l'électrolyse de l'eau. Donc voilà, ici on aborde le côté facteur d'émission avec un mix énergétique français qui est très bon, un recours à des énergies renouvelables qui rend l'intensité carbone de cet hydrogène encore meilleure, et une immense majorité d'hydrogène aujourd'hui qui est produit par vaporéformage, qui est le bâton sur le graphe qui est le plus grand et qui du coup est évidemment le moins vertueux. Lorsque cet hydrogène a été produit, ici on comprend, alors, les gens qui participent à des conférences ou des événements liés à l'hydrogène, je vais me tenter à citer cette expression de l'œuf et de la poule qu'on entend lors de tous ces événements-là, mais là on comprend bien le lien qu'il y a entre la production et l'usage. Il y a vraiment une volonté de massifier la production d'hydrogène vert, ce qui, in fine, permet à des armateurs de faire l'usage de cet hydrogène-là. Après, voilà, il y a une mécanique de rencontre entre des productions et des usages qui doivent se faire, qui est en train d'être faite aussi au travers de différents dispositifs d'aide qui permettent à des écosystèmes de se développer. Et au sein de ces écosystèmes, on retrouve à la fois la production d'hydrogène qui est souvent vert et décentralisé, et les usages qui peuvent être fluviaux, mais pas que, mais qui sont entre autres fluviaux. Donc voilà, je l'ai dit, cette notion d'œuf et de la poule, on la retrouve ici avec vraiment qui va faire le premier pas, le producteur, l'usage, de manière à ce qu'il y ait ce point de rencontre qui se fasse entre les initiatives de production d'électricité et d'hydrogène vert et les usages d'hydrogène vert. Et c'est la multiplication de ces usages qui va vraiment permettre à l'hydrogène vert d'avoir des coûts qui deviennent compétitifs par rapport à des carburants beaucoup plus carbonés. Ensuite, une fois que cet hydrogène il a été produit, on cherche à l'utiliser à bord du bateau. Donc pour utiliser cet hydrogène, ici ce qu'on a étudié dans le cadre du projet Promovo H2, qui est quand même ce qu'on voit le plus sur des mobilités fluviales et maritimes, c'est la pile à combustible, qui prend la forme finalement d'une armoire électrique, pour chose près, et qui
au sein de laquelle se réalise une réaction électrochimique qui, comme je le disais, produit de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Aujourd'hui, de nombreux développeurs de technologies sont en mesure de proposer des solutions qui ont leurs premières applications fluviales et maritimes, mais vraiment avec des premières applications fluviales. On voit ici Ballard, qui est la technologie qui a été retenue pour le projet du Zulu 6. Mais on voit aussi d'autres technologies. On a pris l'exemple de Elion, qui est une filiale d'Alstom, une entreprise française qui développe ces technologies de piles à combustible. Il y en a d'autres en France, il y en a une qui n'est pas montrée ici, mais qui s'appelle Energy Observer Développement, qui est une entreprise française et qui utilise la technologie Toyota, qui a fait ses preuves en automobile. Donc voilà, il y a aussi des ponts qui se font entre les différentes industries. Il y a une nécessité d'adapter ces technologies à des usages fluviaux. Maintenant, la technologie, elle existe, elle est mature, elle a eu ses premières applications parfois dans d'autres secteurs. Il y a réellement des ponts technologiques qui se font entre les différents secteurs et le fluvial qui bénéficie de ces retours d'expérience. Entre autres, j'en parlais de l'automobile, mais c'est réellement le cas avec ces technologies Toyota, par exemple, qui permettent d'avoir une modélisation assez fine de la durée de vie des piles, de ses consommations, de son intégration. Donc aujourd'hui, on est sur une technologie qui est mature, maintenant qui, il est vrai, a ses premières réalisations dans le fluvial. On est sur des toutes premières réalisations pionnières. Maintenant, la technologie existe, elle est mature, et les acteurs qui sont à même de mettre à disposition cette technologie-là pour les acteurs du fluvial, ces acteurs-là sont nombreux. Un dernier point sur les piles à combustible. On présente ici ce qu'on pourrait considérer comme des modules, mais il faut bien comprendre que, comme pour une batterie, typiquement, lorsqu'on vient empiler ou mettre côte à côte ces différents modules, de fait, on vient adapter la puissance qui sera installée à bord du bateau. Donc, lorsqu'on a un module de 200 kW, si on le mettra à côté, on a 600 kW évidemment, c'est ce qui est fait sur le Zulu 6. Donc voilà, c'est la plus petite unité technologique qui est certifiée, mais on a cette modularité de pouvoir associer ces différents modules les uns avec les autres de manière à atteindre la puissance nécessaire, sachant que les premières puissances qui sont disponibles aujourd'hui sont autour de 70-80 kW, voire parfois moins, donc on a quand même une plage de puissance qui est adaptée à différents usages. Une fois qu'on a parlé de la conversion d'énergie, on peut s'intéresser au stockage. Et donc là, il y a une notion très importante lorsqu'on parle de stockage, c'est l'autonomie. Je le disais, et ça me fait bizarre de le dire, mais le grand champion, c'est le diesel. Malheureusement, facile à stocker, maîtrisé, connu, une densité de stockage qui est très efficace. Lorsqu'on commence à parler d'hydrogène comprimé ou d'hydrogène liquide, il y a d'autres dispositifs de stockage qui doivent être envisagés de manière à ce que cet hydrogène puisse être stocké dans de bonnes conditions. Parfois sous forme de containers, parfois installés à bord du bateau. Et donc, c'est réellement l'objet de ces avant-projets sommaires que nous avons menés dans le cadre du projet, de permettre d'illustrer l'espace qui est nécessaire pour venir stocker l'hydrogène à bord du bateau. Donc l'hydrogène comprimé ou liquide, selon les cas d'étude, on a étudié l'un ou l'autre, sachant que l'hydrogène liquide a un intérêt lorsqu'on commence à parler de stockage qui deviennent importants. Alors je laisserai Alexandre, le cas échéant, définir ce qu'on considère comme étant important, mais voilà, pour des petits usages, l'hydrogène compressé est très adapté. Lorsqu'on commence à avoir un besoin d'usage plus important, le fait de se cantonner à l'hydrogène compressé peut nécessiter un espace à bord qui devient important. Et donc c'est là où on essaye de tirer parti de la densité énergétique de l'hydrogène liquide qui est supérieure et qui permet d'avoir une capacité qui est plus intéressante. Aujourd'hui, l'hydrogène, quelques notions sur l'hydrogène compressé et liquide. L'hydrogène liquide, on est vraiment sur des productions qui sont centralisées, avec des liquéfacteurs qui sont peu nombreux. Par contre, avec la possibilité de pouvoir transporter cet hydrogène liquide vers le consommateur. Donc ça, c'est pas forcément un frein. Pour vous donner un exemple, dans un autre secteur d'activité, nous, on a travaillé sur un ferry en Norvège. L'hydrogène liquide vient d'Allemagne, c'est pas idéal. Il prend la route, il fait un peu de distance jusqu'en Norvège. Maintenant, voilà, l'hydrogène vient chez le consommateur
Et puis, lorsqu'il y aura une massification de la production, cet hydrogène sera disponible avec un maillage beaucoup plus dense. L'hydrogène compressé, lui, a réellement la possibilité d'être produit de manière beaucoup plus décentralisée, avec des installations qui sont plus modestes, donc qui peut rendre l'hydrogène compressé de manière plus accessible et vraiment peut être au cœur d'un écosystème avec de l'hydrogène compressé qui ensuite trouve différents usages. Les technologies qui sont mises à disposition de ces stockages-là, alors sur la partie droite on voit, c'est certes du maritime, mais malheureusement c'est une des premières réalisations pour l'hydrogène liquide, que ce soit en maritime et fluvial, c'est une première mondiale, c'est un ferry alors avec un stockage de 80 mètres cubes, c'est une installation à demeure à bord du bateau, et puis des installations qui sont plus de type mobile, qu'on peut retrouver sur le Zougou. Il y a des installations liquides ou comprimées, avec potentiellement l'avantage de pouvoir avoir une installation qu'on va chercher à remplacer de manière à faciliter la logistique, de pouvoir se dire que cet hydrogène il est rechargé dans une usine de production d'hydrogène dans le conteneur et que le conteneur est juste remplacé à bord du bateau. Ça c'est vraiment le choix qui a été retenu sur plusieurs des projets pionniers dans le fluvial qui utilisent une solution conteneurisée d'hydrogène de manière à pouvoir remplacer ces conteneurs à bord du bateau. Donc ça c'est quelques conclusions de ce qui a été dit. L'hydrogène compressé, de par la multiplication des petits stockages sous forme de petites bouteilles, prend plus de place que le diesel, dans des proportions qui ne sont pas forcément qui sont significatives, 7,5 fois si on compare à un volume équivalent de diesel. Et puis 4,5 fois lorsqu'on parle d'hydrogène liquide, parce qu'on est sur quelque chose qui est un peu plus dense énergétiquement parlant. Et donc ça nous amène à des notions de chercher à adapter au mieux le stockage et l'autonomie à l'usage. Alors dans des proportions qui ont certaines limites évidemment, mais soit densifier la fréquence des soutages, soit des soutes. Et puis le point de départ de tout ça, lorsqu'on parle de construction neuve, c'est aussi de chercher à faire un maximum d'efforts sur la limite des consommations, évidemment, qui est le point de départ de tout. Lorsqu'on parle de carburant alternatif qui va être plus vertueux, évidemment, on va chercher à consommer moins. Et donc les derniers aspects que je vais aborder, c'est des aspects de sécurité. En introduction, je vais être clair que l'idée, c'est évidemment pas de faire peur, c'est vraiment de montrer qu'il y a une nécessité de maîtrise de ces risques-là, qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs qui sont innovants. Et donc le point de comparaison ici, il a été avec le méthane, avec le gaz naturel liquéfié entre autres, ou compressé, qui permet d'identifier des similitudes et des différences entre le méthane et l'hydrogène, et qui permet d'introduire aussi certaines de ces spécificités pour l'hydrogène, et de montrer qu'aujourd'hui, les premiers projets pionniers, de par le processus d'approbation auquel ils ont été soumis, ont pu justifier d'un niveau de sécurité équivalent à ce qu'on retrouve sur des propulsions traditionnelles. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui doit être au centre du projet et qui doit être pris en compte. Certains éléments, si on compare le méthane et l'hydrogène, on a une plage d'explosivité qui est plus large, ce qui veut dire que si on a un mélange d'oxygène, d'hydrogène à la bonne proportion, un apport d'énergie, tout ça dans un espace confiné, donc il y a quand même tout un contexte extrêmement défavorable qui doit être réuni. En fait, la concentration d'hydrogène dans ce nuage-là a une plage beaucoup plus large que ce qu'on va avoir avec du méthane pour devenir inflammable. Idem pour l'apport d'énergie. L'apport d'énergie qui permet à ce nuage éventuellement d'hydrogène d'être enflammé est plus faible que ce qu'on va avoir avec du méthane. Et dernier point, c'est qu'en fait, en cas d'incident ou d'accident, l'énergie qui est générée par ce type d'inflammation est plus importante. Ayant dit tout ça, on a quand même un avantage qui est considérable avec l'hydrogène, c'est que l'hydrogène est extrêmement volatile, ce qui rend l'hydrogène extrêmement diffus dans l'air et qui, si les précautions sont prises en termes d'aménagement à bord du bateau, et c'est ce qui illustre aussi le projet Promovant, typiquement si le stockage d'hydrogène est placé en espace extérieur et non confiné,
on est vraiment en mesure d'apporter des mesures de mitigation pour tous ces risques, de manière à ce que l'hydrogène ne représente pas un risque supérieur par rapport à une propulsion traditionnelle. Et donc c'est la dernière planche sur la sécurité. Donc pour bien comprendre, il y a une règle d'or qui va finalement qui peut être résumée en disant qu'on va chercher à éviter des fuites. Ces fuites, si jamais elles ont lieu, on va chercher à les libérer à un espace extérieur. Et puis ensuite, à proximité de ces espaces de libération, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas ou peu d'apport d'énergie, de sources d'étincelles qui viendraient compromettre la sécurité. Donc pour mener ça à bien, il y a différentes bonnes pratiques qui sont maintenant devenues l'usage sur tous les projets hydrogène, avec certaines précautions à prendre sur la tuyauterie, sur des systèmes de détection et sur l'utilisation d'équipements qui sont très spécifiques à ces problématiques-là. Voilà pour les aspects de sécurité, et je vais conclure mon intervention sur quelques exemples. C'était aussi important de montrer ce que l'hydrogène représente en termes de production, de technologie, d'intégration, de sécurité, mais montrer aussi que des projets voient le jour j'ai envie de dire, en tirant profit des atouts d'hydrogène. Et ils reçoivent toutes les approbations et certifications pour pouvoir entrer en opération. Donc il y a différents exemples, des exemples fluviaux. Le Zulu 6, on en a parlé. Il y a un autre bateau, Future Proof Shipping, qui démarre son opération commerciale également. Il y a la première variante du projet Flagship, pour lequel des études de sécurité avaient déjà été menées à l'époque. Et puis le projet Electra. Donc il y a différentes réalisations, soit on va dire qui sont restées sur la planche à dessin, soit en cours de réalisation. Et puis dans le maritime, ça permettait d'élargir un petit peu le spectre, parce qu'il y a des réalisations, et pour le coup en France, on adresse à tout en France. Pardon. Sur le maritime, donc les deux illustrations qu'on voit sur la partie droite sont deux projets sur lesquels nous sommes impliqués. Il y a une drague pour la région Occitanie, avec de l'hydrogène comprimé, qui est en construction à Concarneau en France. Et puis un autre projet qui est un projet pour l'armement des phares et balises pour l'État français, qui a l'hydrogène également. Donc voilà, vraiment ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'aujourd'hui les verrous technologiques n'existent pas, les réalisations sont possibles, et les verrous réglementaires, certes, introduisent un petit peu de lourdeur dans le processus, parce qu'il y a une nécessité de justifier d'un niveau de sécurité satisfaisant, puisqu'il est tout à fait légitime par les instances qui approuvent les projets. Maintenant voilà, derrière cette nécessité-là, il y a aussi un temps qui est un petit peu rallongé pour mener à bien toutes ces études. Là, je vais présenter sur cette partie les hypothèses de travail, la méthodologie qu'on a utilisée pour l'étude. Et donc, pour la présenter rapidement, globalement, donc, on la divise en deux grandes parties, cette étude. Une partie où, en fait, on va étudier la faisabilité des technologies par bateau. Et cette étude de faisabilité, du coup, se décompose en une modélisation énergétique, donc c'est-à-dire qu'on construit un modèle qui est capable de prédire la consommation en hydrogène du bateau pour le cas d'application considéré. Et d'une étude d'intégration, donc là où on va chercher à intégrer des piles à combustible qui sont disponibles sur le marché pour la bonne puissance propulsive. On va chercher à installer un stockage pour les besoins d'autonomie du bateau. Et on va mettre tout ça sur plan, et les modélisations et l'étude d'intégration nous permettent de statuer si oui ou non il est, on va dire, réalisable de convertir le bateau avec une source hydrogène. Et à partir de là, on connaît la consommation moyenne, on va dire, du bateau à l'hydrogène. On connaît les équipements qu'on doit intégrer à bord pour pouvoir propulser le bateau. Donc on a, je dois dire, en fait, tous les éléments pour réaliser notre bilan et essayer de conclure sur le surcoût de l'opération du bateau avec de l'hydrogène, sur, on va dire, une fourchette des coûts d'acquisition des équipements qui sont nécessaires pour être intégrés à bord. Et on peut faire aussi le calcul d'émissions limitées. Donc on est un peu sur un calcul finalement coût-bénéfice, où on compare les émissions qu'on évite avec les coûts totaux de la conversion et de l'opération de bateau à hydrogène. Donc je vais présenter ces calculs-là, en commençant peut-être par la modélisation. L'objectif principal de la modélisation, du coup, comme j'ai dit, c'est de calculer la consommation d'énergie du bateau.
donc en s'intéressant à chaque cas d'application. Et on va travailler d'abord en construisant le modèle énergétique, donc vraiment le cœur du calcul qui nous permet de prédire la consommation. On va faire une version de ce modèle en diesel pour d'abord valider le calcul qu'on a construit, en comparant les prédictions que nous on obtient sur notre logiciel avec ce qui est mesuré sur le bateau. Et ensuite, une fois qu'on a validé ces calculs-là, on lance le calcul à hydrogène pour calculer la consommation moyenne sur le site du bateau. Une fois qu'on a fait ça, comme je disais, on valide la consommation, les prédictions, on calcule la consommation version hydrogène, et à partir de là, on a finalement nos conclusions pour la partie modélisation. Et on travaille en particulier avec des modèles théoriques, c'est-à-dire des modèles que nous, on peut paramétrer facilement juste sur la base de la documentation technique du bateau, des moteurs électriques, des moteurs thermiques, etc. Et des modèles de données quand on est sur des éléments qui sont un petit peu plus difficiles à prédire, comme par exemple la résistance à l'avancement des bateaux, parce que, à moins de connaître précisément les lignes de forme de la carène, son enfoncement, l'encrassement général de la carène, c'est assez difficile de prédire ça. Donc on va travailler plutôt sur des données pour ces éléments-là. Donc l'interface graphique ressemble à ça globalement. Donc on a à gauche la version hydrogène. La version diesel, c'est sur le Navilis, c'est une version électrique. Et la partie de droite où on remplace finalement les producteurs d'énergie diesel en modèle pile à combustible. Pour ceux qui connaissent, nous on a utilisé le logiciel d'Imola, donc c'est un logiciel qui est développé par Dassault Systèmes. Donc pour répartir un petit peu, on va dire, les modèles qui sont théoriques et ceux qui sont basés sur des données, donc en vert on a les modèles théoriques, donc globalement les éléments de la chaîne propulsive, pour résumer, éléments qui sont paramétrés facilement avec les documents techniques que les partenaires du projet nous ont fournis, et en rouge on était sur des éléments où il était difficile de faire des prédictions, et donc on est vraiment sur par exemple la résistance à avancement, la consommation spécifique des moteurs, qui dépend du vieillissement par exemple, et tout le profil d'utilisation du bateau, donc sa consommation d'électrique en fonction du temps, et la manière dont l'équipage en fait opère le bateau en mettant finalement un grand moteur sur la propulsion. Et c'est justement parce qu'on ne connaissait pas ces éléments-là qu'on a eu besoin de passer par une campagne de mesure pour le projet. Donc la campagne de mesure, finalement, on l'a déléguée à CRMT, Centre de recherche en machine thermique. Et le CRMT est venu installer une série de capteurs à bord pour calculer des éléments que nous, on ne pouvait pas connaître, donc, dont la résistance à avancement. On installa un GPS à bord pour mesurer la vitesse, et en la comparant avec la puissance électrique, la puissance mécanique qui était distribuée vers les hélices en temps réel. Et pour la consommation spécifique des moteurs, on a installé sur les producteurs d'énergie à bord un débitmètre de carburant, un contour sur les moteurs, et en fait on a généré, finalement on a interpolé des courbes de rendement de moteur, des courbes de rendement de résistance à la propulsion. Et cette campagne de mesure du coup a été réalisée en tout cas dans le cadre de Promo H2 sur 4 bateaux, sur le Frédéric Mistral, sur le Navilis, le Miraio et le pousseur, où on a obtenu tous les éléments qui étaient nécessaires finalement à notre calcul, si ce n'est peut-être juste la résistance à l'avancement pour le D'Artagnan, tout simplement parce que la résistance à l'avancement pour les pousseurs dépend énormément de ce qu'ils vont pousser devant, ce qui semble assez logique, mais là en l'occurrence, du coup, on a abandonné l'idée de prédire la vitesse du bateau, mais ça ne nous a pas empêché de calculer pourtant la consommation, et de faire des prédictions avec l'hydrogène pour ces éléments-là. Donc ça, c'est la campagne de mesure qu'on a réalisée dans le projet. Et pour 2 autres bateaux, on a utilisé ce qui avait été fait précédemment dans le cadre du premier volet de l'étude Promovant pour un automoteur de 110 mètres et un pousseur de ligne du décidé. Et globalement, du coup, pour résumer, on a fait l'intégralité de nos modélisations, donc il y en a 7 au total, ce qui nous a permis de calculer la consommation moyenne d'hydrogène pour chaque unité, chaque bateau. Maintenant qu'on a la consommation moyenne, on a cherché à proposer des concepts d'intégration hydrogène pour toutes les applications du projet Promovant. Et on est passé sur les études d'intégration.
Alors les études d'intégration, l'objectif c'est de proposer finalement des concepts qui conviennent bien pour tous les cas d'application. On a commencé par travailler sur finalement les conclusions de notre revue technique, dont Vincent a parlé, en faisant une révision des technologies de piles à combustible, des technologies de stockage. Et on a développé ça en comparant les besoins propulsifs, les besoins de stockage d'énergie avec les volumes qui étaient finalement disponibles à bord en salle des machines, sur le pont, pour faire nos intégrations. Et on a intégré tout l'ensemble de solutions qu'on préconisait par unité sur les plans qui nous ont été fournis par les partenaires. Et donc, vous trouverez dans le rapport final, finalement, une série de plans dans lequel on a l'arrangement général du bateau avec une proposition d'emplacement pour les piles à combustible, le stockage et tous ces éléments-là. Alors, en particulier, les études d'intégration avaient pour objectif de définir si oui ou non il était possible d'intégrer un système propulsif à hydrogène à bord. Et on va dire, un des critères de cette faisabilité, c'était finalement de comparer la consommation moyenne du bateau avec la capacité d'approvisionnement du bateau en hydrogène. Et en particulier, ces deux éléments sont calculés en fonction de plusieurs choses. En fait, c'est pour montrer que finalement on peut jouer sur plusieurs critères pour essayer de faire passer, de rendre la propulsion à hydrogène possible. D'abord, sur la capacité d'approvisionnement, elle dépend de la densité du produit qu'on va mettre à bord, donc du volume de soute et puis du type de stockage d'hydrogène. Donc si on utilise des solutions liquides, par exemple, on aura une densité plus haute, on peut stocker plus d'énergie. Et sur la fréquence de soute. Si on est un petit peu bas, on va dire, en termes de capacité de stockage du bateau, on peut proposer une solution tout simplement à l'armateur de recharger plus souvent les soutes du bateau pour pouvoir fonctionner. En comparaison, la consommation moyenne du bateau, elle dépend tout simplement de l'efficacité énergétique et du profit d'utilisation, de la puissance maximale, de la puissance du bateau, et puis on va dire, du temps de fonctionnement du bateau entre deux mises à quai. Et donc, comme je disais, on a essayé de jouer sur ces deux tableaux-là pour essayer de proposer des solutions qui sont réalisables pour chaque bateau. Alors, dans certains cas, on a essayé de pousser un petit peu, finalement, d'étendre cette fenêtre-là pour proposer un plan d'intégration. Ça ne veut pas forcément dire que toutes les propositions qu'on a faites et que vous trouverez dans le rapport sont réalisables pour autant. On a essayé de pousser les choses pour montrer qu'on était capable d'intégrer les technologies sur les bateaux. Et globalement, donc, ces études, on les a fait pour 6 bateaux quand les plans étaient disponibles. Malheureusement, il y a eu quelques bateaux pour lesquels on n'a pas pu réaliser les études, parce qu'on n'avait pas les plans pour pouvoir travailler. Mais en tout cas, on a pu proposer, on va dire, des concepts de bateaux qui sont assez différents les uns des autres, en partant d'une vedette du Frédéric Mistral, d'un bateau de promenade, en partant du Navilis, des bateaux lyonnais, d'un automoteur. On a travaillé sur des concepts de pousseurs, de lignes et de manœuvres. Et on a travaillé sur, du coup, je pense, l'application la plus lourde du projet, qui est le tanker de Kenwan. Alors, à ce stade-là, donc, on a réalisé nos modélisations, on connaît la consommation, on a des propositions d'intégration. Donc, on a finalement bouclé tout ce qui est étude de faisabilité et on passe au finalement bilan économique et environnemental, en proposant du coup un calcul, on va dire, du coût d'acquisition des équipements de la chaîne propulsive, en proposant un calcul économique du coût d'opération du bateau à l'hydrogène, et en faisant le calcul des émissions évitées. Alors pour commencer peut-être par les bénéfices d'intégrer de l'hydrogène à bord des bateaux, donc on a fait le calcul d'émissions évitées. Alors comme on a fait, en fait on a tout simplement comparé la consommation diesel du bateau, fonctionnement normal, et la consommation calculée d'hydrogène, et on a comparé cette consommation avec les facteurs d'émission de chaque produit en utilisant des facteurs d'émission qui sont disponibles et qui sont en libre accès sur la base carbone qui est maintenue par l'ADEME. Et donc pour chaque bateau, on a été capable de déterminer finalement sorte d'émissions évitées en pourcentage et puis finalement aussi en termes de volume total d'émissions qu'on est capable de prévenir. Le calcul OPEX fonctionne un petit peu de la même manière. On compare les consommations, diesel et hydrogène, et on compare le coût
de fonctionnement du bateau avec une hypothèse de coût de livraison de diesel, avec des hypothèses de coût d'acquisition d'hydrogène. Pour ce qui est des calculs de coût de l'hydrogène, ça aussi c'est des hypothèses qu'on a faites, finalement une revue détaillée et que vous pourrez trouver dans le rapport final. Et l'idée c'est de proposer en fait pour chaque bateau des calculs de surcoût liés à l'hydrogène en termes de pourcentage. Et donc ce pourcentage dépendra non seulement du prix du diesel, mais aussi de celui de l'hydrogène. Donc en fait, on a proposé un tableau à 2 entrées pour pouvoir calculer finalement le surcoût lié à la conversion du bateau. Alors je vais passer à la présentation des résultats. Alors bon, pour chaque cas d'étude, finalement on pourrait en parler assez longtemps, mais je vais essayer de me limiter peut-être un petit peu parce qu'il y a au total 7 cas à présenter. En commençant peut-être par le Frédéric Mistral. Donc ça, c'est les éléments d'intégration que nous, on a proposés. Le Frédéric Mistral fonctionnait d'abord, je veux dire, bien avec un système de gaz compressé, d'abord, à 500 bars. Donc on a essayé d'installer un conteneur de stockage à l'arrière du bateau, sur la plage arrière, vous pouvez voir en bleu. Et on a remplacé l'intégralité de la chaîne propulsive du bateau avec une chaîne propulsive électrique, avec des moteurs, des variateurs de vitesse, et des piles à combustible. Et pour l'intégration du Frédéric Mistral, on a utilisé 6 piles de 80 kW. Et pour ce qui est des résultats obtenus, donc sur le calcul des émissions émittées, on a réussi à obtenir 80 à 90%. Le coût total d'acquisition des équipements de la chaîne propulsive atteint presque les 2 millions d'euros, à 1,8 million. Et pour des surcoûts d'opération de 25 à 30%, alors juste là, dans une hypothèse où on a finalement un diesel à 1 euro du litre et un hydrogène à 7 euros du kilo. En sachant que ce n'est pas forcément des coûts qui sont réalistes aujourd'hui, mais c'est plutôt des projections, on va dire, sur du moyen terme, en tout cas pour le prix de l'hydrogène. On est sur des prix cibles, on va dire, à moyen terme de 7 euros au kilo, en tout cas c'est ce qui est promis par l'ADEME, notamment dans le financement de projets d'électrolyseurs ou de projets de développement d'écosystèmes d'hydrogène. Juste un élément sur les hypothèses que tu as utilisées, parce qu'en fait, il y a différents schémas qui peuvent coexister sur la fourniture d'hydrogène jusqu'au bateau. Parfois, les énergéticiens, et Engie, Air Liquide, Life et autres, qui produiraient de l'hydrogène, ont dans leur périmètre de livraison de la molécule également le container qui est vu comme un outil pour mettre à disposition l'hydrogène sur le consommateur. C'est ce qu'on a retrouvé sur différents projets sur lesquels on a intervenu. Ici, l'hypothèse qui a été faite, c'est que le coût d'acquisition du container est porté par le bateau et pas par la molécule. Donc là, il y a des vases communicants. Si le container est porté et amorti par l'énergéticien, du coup, on vient augmenter l'OPEX, mais réduire le CAPEX. Donc il y a des vases communicants qui sont un petit peu différents. Et sur une logique de demande de financement, typiquement l'ADEME accompagne beaucoup des projets de ce type-là. On se rend compte que souvent le CAPEX est finançable, l'OPEX beaucoup moins. Donc il peut y avoir des mécaniques d'optimisation qui sont derrière ça aussi pour favoriser l'accession à l'hydrogène à bord d'un bateau. Là, on est sur le concept de bateau lyonnais, où on fonctionne avec un système de stockage à 300 bars, en module situé à l'arrière, et on a remplacé les moteurs thermiques par 4 piles à combustible de 80 kW. Les grands bateaux de Provence, malheureusement, on n'avait pas de plan disponible, mais en tout cas, on a quand même fait la campagne de mesure à bord du bateau, et on a obtenu tous les résultats pour pouvoir estimer les gains en émissions, et puis le CAPEX et OPEX lié à la construction hydrogène. Pour l'automoteur de Sogestran, alors là on est sur des applications qui sont déjà beaucoup plus lourdes, avec des besoins d'autonomie plus importants. Donc on a installé des systèmes de stockage d'hydrogène liquide à bord. Et comme le bateau finalement a assez peu de place disponible pour les tanks d'hydrogène, finalement on a même dû utiliser une partie de l'espace cargaison pour pouvoir faire un stockage de cuves. Donc là le bateau fonctionne dans cette proposition-là avec 4 cuves liquides d'hydrogène en conteneur, qui stockent chacune à peu près 1 tonne, donc on a 4 tonnes d'hydrogène à bord, et on remplace l'intégralité des moteurs par des piles à combustible. Donc là on est sur 2 fois 1 MWh à bord de piles à combustible. Ah oui, c'est vrai, pardon.
à jour. Alors, pour le pousseur de ligne, là encore, une application lourde avec des trajets qui vont de Fos jusqu'à Lyon. Donc on est plutôt sur des applications liquides. 1 tonne d'hydrogène embarqué à bord, et puis 2 fois 880 kW de batterie et 250 kWh de stockage à bord, de batterie. Pour le groupe Platard, pousseur de manœuvre, donc là malheureusement on n'avait pas de plan réaliste du bateau, mais on a travaillé finalement sur une réduction du pousseur de ligne. Et en tout cas, de ce que nous on a pu conclure, c'est que le bateau pouvait très bien fonctionner avec du stockage compressé. On est sur du pousseur de manœuvre, pas sur du pousseur de ligne, donc les applications sont un petit peu moins énergivores, on va dire. Donc à peu près 300 kg d'hydrogène à bord, et on a 2 fois 280 kW de batterie installée, de pile à combustible. Le Chem1, pour le coup, donc application lourde. Là, on fonctionne avec aussi du liquide, avec 6 cuves d'hydrogène stockées à bord, donc on est 6 tonnes d'hydrogène quand même. Et on a, pareil, dans ce cas-là, on a 3 fois 400 kW de batterie. Pour la généralisation, finalement, donc on a fait on va dire des études pour chaque cas d'étude. On en a 7 ou 8, donc ça nous a quand même permis de conclure certaines choses sur, on va dire, l'intégration de systèmes propulsifs à hydrogène à bord des bateaux, parce qu'on a des applications très différentes. Pour commencer sur la faisabilité technique, globalement, on a réussi à s'en sortir pour tous les bateaux. On a réussi à intégrer des technologies qui étaient, en tout cas sur le papier, qui permettaient aux bateaux de fonctionner complètement à hydrogène. Après, les solutions ne sont pas forcément réalistes, dans le sens où on aura besoin d'énormément d'hydrogène pour faire fonctionner le bateau. Par exemple, sur le Chem1, par exemple, il faudra quand même installer jusqu'à 6 tonnes d'hydrogène à bord. Et on aura des coûts de CAPEX, d'OPEX qui pourront être aussi très élevés. Mais néanmoins, sur la faisabilité technique, elle est là. On est capable de trouver des équipements qui propulseront les bateaux. Ce qu'il faut dire aussi sur la faisabilité technique, c'est que même si on est capable de construire les bateaux, il y a peut-être encore du progrès à faire sur tout l'aspect réglementaire. Il y a énormément de discussions qui sont aujourd'hui en cours à la CESNI pour la mise à jour de l'Estring, pour intégrer un volet hydrogène à la réglementation. Et cette discussion, elle est aussi poursuivie dans les sociétés de classification avec la mise à jour de normes et de règles pour pouvoir construire les bateaux plus facilement avec des technologies de piles à combustible. Tant que finalement on n'a pas cette base réglementaire, on est obligé de passer par du design alternatif. Et donc on complique la procédure de validation, de certification du bateau. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, la contrainte principale de faisabilité technique, en tout cas de construction de ces bateaux-là. Mais en tout cas, le sujet est traité et on devrait voir, on va dire, à court ou moyen terme, en tout cas, des avancées assez importantes sur cette faisabilité technique. Pour ce qui est des émissions évitées, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les émissions évitées varient énormément en fonction des applications de gaz compressé ou d'hydrogène liquide, tout simplement parce qu'en général, sur les solutions de gaz compressé, on est sur des applications d'électrolyse locale, où on utilise de l'énergie renouvelable. Donc en fait, on va maximiser les émissions évitées pour la production d'hydrogène, et on va aussi limiter toutes les émissions qui sont liées à la logistique de l'hydrogène, au transport de l'hydrogène entre la station de compression et puis l'utilisateur final. Et donc on arrive à atteindre, en tout cas sur le cycle de vie, des gains d'émissions évitées de 80 à 90%. Donc en général, ce genre de solution s'applique surtout pour les petites applications, les petits bateaux. Donc on arrive à augmenter les gains d'émissions évitées, mais en termes de masse totale d'émissions, évidemment, c'est plutôt les applications lourdes qu'il faut considérer. Donc c'est les pousseurs de ligne, les automoteurs, le tanker. Donc là, on est capable de réaliser beaucoup plus de gains en termes d'émissions, mais on est sur des applications qui sont un petit peu limites en termes économiques et en termes de faisabilité. Donc, en fait, on peut quand même s'interroger sur la capacité de l'hydrogène pour décarboner, en tout cas entièrement, les applications les plus lourdes de transport et de ligne. Le coût d'acquisition, je pense qu'on a déjà pu en discuter, vous avez tous pu voir qu'on est quand même sur des coûts qui sont très élevés aujourd'hui, d'acquisition des technologies et de l'intégration de systèmes propulsifs à bord. En tout cas, ce qu'il faut noter sur le bilan qu'on a fait,
là encore vous trouverez tous les éléments dans le rapport, mais c'est que rien que le stockage et les piles à combustible, on est sur à peu près 70% de tout le coût d'intégration de la technologie hydrogène. Donc la partie électrique, la partie sécurité, capteur, etc., ça représente finalement que 30% du prix qu'on vous a proposé ici. Donc, si aujourd'hui, finalement, il y aurait des efforts à faire pour réduire les coûts, ça serait vraiment sur la technologie de piles à combustible et de stockage. Et il y a plusieurs pistes. Bon, déjà, évidemment, il y a énormément d'efforts qui sont faits, on va dire, au niveau européen pour réduire le prix des piles à combustible. Mais sur le prix du stockage, il y a aussi des solutions qui peuvent être proposées où on mutualise les coûts entre armateurs finalement en déléguant l'acquisition du conteneur de stockage à l'énergéticien. C'est-à-dire que l'armateur en fait, va payer la mise à bord de son bateau d'un conteneur avec de l'hydrogène et donc ça permettra à l'armateur de ne pas faire l'acquisition du conteneur à la base. Donc, on va transvaser un petit peu les coûts qui sont liés au conteneur de stockage vers la partie opérationnelle, mais ça permettra de réduire la facture au début. En tout cas, enfin, voilà, ça c'était pour les coûts, on va dire, les coûts d'acquisition. Les coûts opérationnels aussi, on est finalement sur... voilà, on sera sur des surcoûts avec l'hydrogène, c'est une technologie qui est plus chère, qui est plus complexe, donc en fonction des applications, en fonction du prix instantané, on va dire, du diesel et de l'hydrogène, on sera sur des surcoûts qui sont un peu variables. En tout cas, mais voilà, en tout cas, on va dire que le surcoût opérationnel pourrait être partagé finalement entre l'armateur et puis le client. Donc il faudrait voir en fonction du client, du marché, ce que l'armateur finalement pourra faire pour finalement transvaser l'augmentation des coûts opérationnels vers le client pour réduire un petit peu sa facture énergétique. Donc en conclusion, sur la faisabilité, il y a des choses à faire. Donc je pense qu'il faut d'abord faire vraiment un distinguo entre les applications légères et les applications lourdes, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes on va dire, mécanismes. D'un côté, on sera finalement, pour développer les solutions hydrogène, on sera sur le développement des électrolyseurs, le développement de solutions locales, le développement d'écosystèmes, tandis que sur les applications lourdes, on sera un petit peu contraint par la densité et on devra promouvoir des solutions qui sont liquides. Et dans ce cas-là, on est sur une toute autre logistique où on devra produire de l'hydrogène déjà en beaucoup plus grande quantité et liquéfier cet hydrogène, et ça se fera finalement de manière un petit peu plus centralisée. Dans ce cas-là, on est sur la promotion presque de deux industries qui sont finalement assez différentes l'une de l'autre. Pour ce qui est des émissions, eh bien, en fait, tout simplement, il faudrait faire une analyse entre les émissions totales qui sont liées aux petits bateaux d'opération sur les fleuves et les émissions totales qui sont liées aux bateaux de ligne, pour savoir finalement si c'est plus intéressant de promouvoir, on va dire, une industrie de l'électrolyse locale et de décarboner les petites applications du fluvial, ou alors si on va finalement plutôt concentrer les efforts sur les liquéfacteurs, la production d'hydrogène en grande quantité avec de l'énergie finalement du réseau, de l'énergie décarbonée par exemple nucléaire, et de travailler sur la fourniture de cet hydrogène vers les applications lourdes comme les automoteurs et les pousseurs de ligne. Pour ce qui est du CAPEX, donc là on est sur des CAPEX qui sont très élevés, j'ai parlé de la mutualisation. Globalement, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les constructions des bateaux à hydrogène sont nécessairement dépendantes de soutien public. Et dans ce cas-là, en fait, je pense que les applications de transition des bateaux à l'hydrogène en fait, sont encore dépendantes d'aides comme finalement le guichet ADEME pour ce genre de projet, avec des surcoûts de construction qui sont de plusieurs millions d'euros. Ça c'est pour le CAPEX, et pour l'OPEX, finalement j'en ai déjà parlé, tout simplement pour réduire l'OPEX des bateaux de l'hydrogène, il faudra rentrer dans une logique de croissance un petit peu des capacités de production d'énergie verte, parce que la production d'énergie hydrogène dépend énormément de la production d'énergie électrique. Ça, c'est le premier aspect, on va dire, le premier effort à réaliser pour réduire les factures. Et finalement, une autre mesure serait de créer de nouveaux services en fait, de livraison d'énergie en finalement favorisant le multimodal et en finalement
voilà, favorisant le développement de solutions de conteneurs d'hydrogène qu'on puisse venir installer sur un camion, installer sur un bateau, et puis qu'on puisse partager entre plusieurs applications, que ce soit le fluvial, dans le fluvial, entre plusieurs amateurs, mais éventuellement aussi entre plusieurs applications de transport, avec de la mobilité terrestre ou autre. Bonjour à tous. En effet, on a parlé là assez longuement plusieurs fois est intervenu en réglementation, donc qui sont concernés. Donc moi je suis Guillaume Gorge, je suis l'adjoint chef du bureau des services pluviaux, donc, qui est en charge de la réglementation qui s'applique sur les bateaux fluviaux, je vais dire en France, mais aussi en Europe, dans la mesure où on est en France sur la déclinaison d'une réglementation européenne. Donc je travaille au ministère de l'écologie et je représente la France dans les groupes de travail européens, notamment sur les carburants alternatifs. Alors en fait, de façon pour vous présenter un peu ce qui se fait, pour que vous puissiez comprendre, à l'échelle européenne, en ce qui concerne la réglementation, on a deux organismes qui interviennent. Le premier, c'est l'Europe, qui a chargé la CCNR, qui est un historique dans le domaine de la réglementation européenne. La CCNR étant constituée par 5 pays que sont la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. Et en fait, au sein de la CCNR, on a des groupes de travail sur des sujets spécifiques. Et la Commission européenne, qui n'a pas forcément les moyens de se staffer sur les questions de prescription technique, charge la CCNR de travailler sur ces sujets à travers un organe particulier qui est le CESNI. Le CESNI travaille sur 3 domaines. D'une part, les prescriptions techniques, la technologie de l'information et également les qualifications professionnelles. Moi, je vais vous parler ce matin un peu de ce qui est fait plutôt du côté des prescriptions techniques. Et donc, le CESNI dit PT, il travaille sur toutes ces questions de réglementation technique sur les bateaux. Alors, donc, on est sur un sujet spécifique qui est l'usage de carburants alternatifs dans les bateaux. Alors, la réglementation aujourd'hui, là où on en est, puisque plusieurs fois on a dit qu'il faut avancer sur ces sujets, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'usage de l'hydrogène, dans la version d'Estrin 2023 qui est donc applicable à partir du 1er janvier 2024, il y a déjà des possibilités d'installer des piles à combustible à bord des bateaux fluviaux. Il y a déjà un cadre réglementaire qui permet à des armateurs qui veulent se lancer de le faire, sur les aspects équipement interne. En revanche, sur ce qui concerne le stockage de bunkering, il n'existe pas de référentiel technique applicable. Dans la mesure où aujourd'hui, on l'a vu à travers ce qui nous a été présenté, il n'y a pas une seule et unique solution qui est utilisable. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que quelqu'un qui voudrait installer une pile à combustible sur son bateau, il a un cadre fixé, donc j'allais dire, il n'a pas trop de questions et j'allais dire, ça permet à la fois de figer les choses, mais aussi de se rassurer sur le long terme de ce qui est utilisable et applicable. En revanche, sur le stockage, donc, il a besoin d'avoir une recommandation ou de bénéficier de l'arrêté zone restreinte, dont je vous parlerai un petit peu. Alors, sur les autres carburants, parce que là on s'est concentré sur l'hydrogène, mais je me permets quand même de vous dire qu'il y a d'autres carburants alternatifs. C'était éventuellement l'objet de d'autres parties des travaux qui sont développés à la fois par VNF, par tous les acteurs français sur le sujet. On a aujourd'hui la possibilité à la fois d'utiliser du méthanol et à la fois en termes de combustion dans les moteurs, dans l'usage dans des piles à combustible dans lesquelles on aura un réformeur, mais également sur les aspects stockage. À partir de Estrin 2025, on aura un cadre aussi qui sera précisé, ce qui permet de faire qu'il n'y a plus trop de questions à se poser sur des dérogations, etc. Donc ça simplifie aussi les procédures de délivrance des certifications pour les bateaux. Ensuite, sur les autres carburants,
que je ne dise pas de bêtises. Il y a notamment la question du gaz compressé, pour lequel on a déjà un bateau en France qui a obtenu une recommandation de la CCNR, et sur lequel la CCNR et le CESNI attendent des éléments de la part de la France. Et donc prochainement, nous allons travailler à partir du retour d'expérience de ce premier bateau, qui est le bateau Sydney, pour essayer de voir comment mettre en place cette réglementation. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, a priori, ces éléments sur le stockage seront disponibles à partir d'Estream 2025, qui sera applicable donc, au 1er juillet 2026. Alors, puisqu'en fait, on a cette question du stockage de l'hydrogène qui, en fait, n'est pas déterminé, les bateaux doivent donc obtenir une dérogation pour l'usage ou j'allais dire, de stockage sous forme solide, liquide ou gazeux de l'hydrogène dans des containers ou un autre type de stockage qui n'est peut-être pas encore inventé. Et donc là, deux possibilités pour ces dérogations. D'une part, l'arrêté zone restreinte, qui est donc un arrêté franco-français qui permet à un armateur qui souhaite faire des essais de pouvoir présenter une étude de risque. Globalement, le principe, c'est une étude de risque qui démontre un niveau de sécurité équivalent au diesel, et le bateau est autorisé à naviguer donc sur un secteur restreint. L'autre possibilité, c'est de demander une recommandation à la CCNR ou au CESNI. Dans ce cas-là, on a un dossier à porter donc, auprès de ces institutions, sachant que le bureau du transport fluvial ou le département fluvial du ministère vous aide à monter ce dossier, et il est présenté dans ces instances. Des experts se réunissent, étudient le dossier, vérifient l'équivalence de la sécurité du système par rapport à un système équivalent au diesel, sur un niveau de sécurité équivalent, et délivrent une autorisation. Typiquement, le Zoulou, dont on a longtemps parlé ce matin, est aujourd'hui dans une procédure de recommandation CCNR qui présente quand même un intérêt non négligeable, c'est que le bateau il a une autorisation de naviguer partout en Europe, ce qui n'est pas le cas de l'arrêté de zone restreinte. Mais pour un certain nombre d'opérateurs, il peut être préférable, ou ils peuvent préférer passer par l'arrêté zone restreinte parce qu'ils se disent que leur exploitation du bateau elle est juste sur un secteur. Aujourd'hui, clairement, les deux process sont en termes de temps, à mon avis, relativement équivalents. En revanche, il faut quand même savoir qu'une recommandation auprès de l'Union européenne est plutôt un peu plus longue, parce que finalement, le process d'autorisation et de délivrance d'autorisation par la Commission européenne est un peu plus long que la CCNR ou l'arrêté zone restreinte. Alors, vous avez vu les mêmes photos avant. Donc, aujourd'hui, ont obtenu des recommandations à la fois le MSMAS, en bas, donc Future Proof of Shipping, qui a d'autres projets en développement, le projet européen qui a obtenu une autorisation de l'Union européenne, qui est le pousseur Electra. Donc en passant par en bas à gauche, c'est une recommandation CCNR, en haut à droite, c'est une recommandation de l'Union. Pour ce qui concerne les projets, puisque là on s'intéresse aux projets aussi français, puisque nous sommes dans un cadre français, nous avons le fameux Zoulou, qui lui est dans un process de recommandation CCNR, et le Navigus, qui est un bateau qui a été construit il y a déjà quelques années et qui doit remettre de nouveau une pile à combustible, puisque l'exploitation avait été à un moment suspendue avec la pile à combustible pour des difficultés et de certification des bouteilles et finalement d'exploitation du bateau. Ils veulent passer, donc ils ont déposé un dossier pour faire un passage par l'arrêté zone restreinte. Donc, moi, je retiens qu'en fait, la réglementation, soyons optimistes, en fait, elle n'est pas si bloquante que ça. Il y a tout un tas de possibilités pour faire certifier ces bateaux. Et donc, nous vous attendons avec vos projets pour faire des bateaux innovants avec des propulsions alternatives.
Bonjour Laurence Serquier, vous êtes responsable des opérations au sein des bateaux lyonnais. Nous venons aujourd'hui vous interroger et vous interviewer sur le projet Promovant H2 et votre participation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus tout d'abord sur ce qui vous a motivé à intégrer ce groupement pour faire avancer le projet? Alors en 2020 je crois, Cécile Afzard est venue nous présenter le projet avec Cécile Coas et on a immédiatement adhéré au projet. C'est vrai que trouver un mode de propulsion pour nos bateaux qui soit plus écologique était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc c'était intéressant pour nous de participer et d'expérimenter cette solution hydrogène sur un bateau de transport à passagers. Depuis 3 ans, les choses ont beaucoup évolué et c'est une vraie demande de notre clientèle. Quand vous entendez une demande de votre clientèle, qu'entendez-vous par là? Aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises est énorme. Nos clients nous demandent nos engagements pour faire des prestations privatives. Aujourd'hui, les entreprises sont très sensibilisées à ça et ça peut faire aussi la différence sur un lieu de choix d'événementiel. En quoi la direction des bateaux lyonnais souhaite s'intégrer dans la transition énergétique? Ça me paraît plus ou moins aujourd'hui une obligation, même si elle n'est pas administrative. Pour nous, c'est le sens de l'histoire, de trouver des modes alternatifs qui soient plus respectueux de l'environnement. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas quelle sera véritablement l'énergie pour les bateaux, l'énergie de demain. Donc c'était très intéressant pour nous d'expérimenter tous les modes possibles, notamment l'hydrogène. Mais ça ne se réduit pas qu'à ça. Merci beaucoup Laurence, je vous dis à très bientôt et vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous Mathieu, à bientôt. Très bien. Donc là c'était le point de vue d'un opérateur de bateau à passagers. Qu'est-ce qu'il en est pour les marchandises? Alors pour les industriels Kemoine, je ne sais pas si vous connaissez Kemoine est un industriel de la chimie, de la pétrochimie particulièrement. Qu'est-ce qui nous a motivés? C'est déjà on a un flux interne de CBM entre le site de Fos-la-Vera et l'appontement de Saint-Fond-Belle-Étoile, qui est indispensable à la fabrication de PVC. Donc, pour différentes raisons, Kemoine s'est retrouvé à être armateur et à faire construire et à mettre en service 2 automoteurs en début d'année, avec une propulsion hybride. Donc on avait fait ce choix en 2021, dès le début, d'être un petit peu novateur sur cette propulsion, et l'idée de rejoindre Promovan, c'est de regarder un peu plus loin encore, puisque ces 2 automoteurs sont modulaires et qu'il sera possible à terme, et suivant l'évolution des technologies, le coût, puisque là on vient de voir que sur les unités lourdes, le coût à la fois CAPEX et OPEX est à bien réfléchir. Il n'en reste pas moins que les barges sont toutes neuves, donc on a le temps de voir cette technologie se disséminer et peut-être revenir sur des coûts plus raisonnables. Et aussi, Kemoine est producteur de 15 000 tonnes d'hydrogène bas carbone par le biais de son process sur les électrolyses, puisque pour arriver au PVC, on est obligé de passer par des électrolyses qui vont nous faire du chlorovényle monomère, qui est le monomère. Grâce à ces puits de sel que l'on a à Saint-Gilles-au-Vert, on a 2 électrolyses et on produit 8 000 tonnes à l'Avera et 7 000 tonnes sur Fos. Aujourd'hui, que l'on utilise en partie pour fabriquer de la vapeur, parce que comme vous le savez, la chimie utilise énormément de vapeur. Il n'en reste pas moins qu'il en reste une bonne quantité qui peut être utilisable pour de la mobilité, donc chose sur laquelle Kemoine essaye de s'associer avec différents partenaires de la région. Je vois que Mme Raphaël qui est partie. Elle est là. Je cherchais le. Je vous avais vu là, puis d'un coup. Il fait froid là. Donc voilà, donc on est toujours en réflexion et on est prêt à regarder, enfin Kemoine en général, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais on cherche des partenaires pour utiliser cet hydrogène disponible au départ de nos sites et la Vera pour tout moyen de mobilité, que ce soit train ou fluvial. Voilà.
Donc l'étude qui vous est présentée n'est pas rédhibitoire pour vous. Absolument pas. Le premier recul, on se dit que... je rejoins un petit peu la personne précédente. Hein. Enfin, sur le scope 1 et 2, Camoine, c'est 450 000 tonnes d'émissions de CO2. Oui. Donc vous imaginez bien que pour les années à venir, on a quand même un gros enjeu. Sur le scope 3, transport amont et aval, on a aussi énormément de travail à faire parce que les contraintes ne vont pas aller en diminuant, elles vont plutôt aller en s'accentuant. Donc notre droit à produire passera par cette réduction des émissions de CO2 à la fois sur le process et à la fois sur le transport, puisqu'on est un gros utilisateur de tous les modes de transport. Et on étudie toutes les possibilités de report modal qui économiquement peuvent convenir à un produit de grande commodité. Alors, juste pour dire qu'effectivement sur les résultats de l'étude, ils sont effectivement très bons, très intéressants. Alors venant de LMG Marin, le contraire nous aurait un peu étonné. Mes collègues ingénieurs techniques qui participent aussi, qui collaborent avec LMG sur le Zoulou, ont pu compléter, donner le point de vue de l'opérateur fluvial. On y trouve énormément de choses intéressantes. Les aspects économiques vous ont tous fait réagir. Alors aujourd'hui, évidemment, ces aspects économiques-là, ils sont pas crédibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir tout de suite en vendant ça à un client. Si on ne peut pas le vendre à un DG, je peux vous garantir qu'on ne peut pas le vendre non plus à un client. Voilà, alors c'est un cliché à l'instant T. Évidemment, il faut se projeter, les technos vont évoluer. On a fait cette analyse-là avec, dans le cas de figure de l'hydrogène compressé. Il a été rappelé qu'il y a d'autres technos qui arrivent, d'autres hydrogènes carriers, qu'ils soient organiques ou pas, des hydrures et d'autres choses. Donc il faut être un peu confiant en l'avenir sur ces trucs-là. Je pense personnellement que la partie hydrogène comprimé n'est pas la solution pour le fluvial à terme. Elle l'est pour des démonstrateurs, pour des projets, on l'utilise pour le Zoulou, mais je pense qu'à terme, elle n'est pas forcément la solution. L'hydrogène ne sera pas la solution à tout non plus. Ça a été évoqué à un moment par l'un ou l'autre. En fait, on aura des cas d'usage. Dans certains cas, ça sera de l'hydrogène, dans d'autres, ça sera de la batterie, et dans d'autres, ça sera encore autre chose. Peut-être des e-fuels, peut-être d'autres choses. On aura beaucoup de sujets à adresser. Alors évidemment, le coût des technologies, le fait de pouvoir vendre ces surcoûts, parce qu'ils resteront toujours à nos clients. Donc il va falloir à un moment que chacun prenne sa part là-dedans. Il nous faudra gérer les aspects réglementaires, mais Guillaume en a parlé. Dans ces études-là, on a une approche qui est un peu macro. Forcément, quand on va dans le détail, et on l'a vu nous sur le Zoulou, l'étude macro, elle nous dit vous serez à tel budget, puis quand on a le détail, le budget, il ne réduit jamais. Ça, c'est une loi, il ne réduit jamais. Et on voit qu'il faudra adresser des choses. Où est-ce qu'on stocke ça Alors le fait de mettre le stockage en zone cargo m'a un peu fait réagir quand même. Je pense que c'est pas l'idée est là, mais je pense qu'à terme c'est pas opérationnellement c'est pas réaliste. Mais voilà, il y a beaucoup de travail en fait. C'est une étude qui est une ouverture sur tout un tas de choses. Il faut la prendre évidemment pour ce qu'elle est. Et donc en cela c'est intéressant, c'est partagé, on a différents cas de figure, on voit bien qu'entre les pousseurs et les automoteurs, les résultats ne sont pas les mêmes du tout, on voit bien qu'à certains endroits il faut sacrifier soit de la zone cargo, soit de l'habitation. Dans un cas comme dans l'autre, ça pose des problèmes, parce que l'OPEX n'a pas été modifié de la réduction de l'emport de cargo, puisque quand on perd 10 mètres de zone cargo, on perd aussi du chiffre d'affaires, donc ça veut dire que l'OPEX il augmente. Donc voilà, c'est intéressant. Puis c'est Cécile qui parlait d'un promo 23. Donc effectivement, on aura sûrement d'autres ouvertures là-dessus à l'avenir. Voilà. Donc effectivement, après tout ce qui s'est dit là aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que effectivement l'hydrogène n'est pas encore complètement mature. En tout cas, la solution de l'intégration d'hydrogène est technologiquement mature, mais d'un point de vue financier et écosystème, il y a encore quand même pas mal de travail à réaliser, et d'un point de vue réglementaire également. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'on a encore des écosystèmes à construire, des écosystèmes de distribution, d'avitaillement, d'utilisation de l'hydrogène.
Nous, au sein de VNF aussi, on pilote donc cette fameuse étude Fluent. Dans les conclusions de cette étude, donc Fluent, ça veut dire Fluvial Énergie Transition, c'est la trajectoire que l'on essaye de construire avec le ministère des différentes énergies qui viendront alimenter les bateaux en 2030 et en 2050. Les conclusions de cette étude nous disent, en tous les cas, que l'hydrogène ne sera pas la solution immédiate pour décarboner nos transports, puisque de toute façon, en 2030, on pourra encore émettre un peu de CO2, un peu de GES et un peu de polluants locaux, ce qui sera moins le cas en 2050. Donc on imagine bien que l'hydrogène viendra plutôt après 2030. Donc ça nous laisse le temps de l'expérimenter, de continuer à mener des projets pilotes, comme le fait CFT, d'ailleurs qu'on peut vraiment remercier parce que ils se sont lancés dans une aventure pas très facile et on a besoin de ces aventures-là pour pouvoir capitaliser, monter en compétences. On a également besoin, donc je tenais vraiment à remercier l'ensemble des partenaires de LMG, d'architectes navals, parce que nous, secteur fluvial, on est tout petit, donc on a très peu d'experts, très peu d'architectes qui sont compétents dans notre domaine. Donc avoir réussi à capter LMG, c'est quand même une grande réussite pour nous. On imagine que vous allez pouvoir poursuivre, et on sait que vous allez poursuivre parce que vous avez capitalisé sur le secteur fluvial, mais aussi en ETP chez vous, pour pouvoir monter en compétences dans nos sujets, donc merci beaucoup. Je tenais également à remercier Mathieu, qui n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui a quand même accompagné toutes les campagnes de mesure sur nos bateaux, et Laurent pour l'animation. Je crois que c'est tout. Non, j'avais une dernière chose à vous dire avant de passer la parole à Aurélie, c'est que l'ensemble des études, en fait, seront disponibles certainement sur le site de 2F, également sur le site de VNF, à partir de la première semaine de juin, puisque LMG doit finaliser son rapport pour le 31 mai de cette année, et la captation pour le 31 juin, et la captation vidéo sera également, oui, puisque Tantin avait déjà passé, hein, je suis un peu en retard. La captation vidéo sera également disponible sur notre site et sur le vôtre. Donc les présentations voilà. seront disponibles sur le site. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus ici et d'avoir participé à ces échanges. Aurélie, je te passe. Merci beaucoup, Cécile. Je ne vais pas refaire les remerciements. Juste pour vous dire comment on continue, hein, parce que tu disais on a notre feuille de route de décarbonation du fluvial, on continue, on pose nos briques, on continue aussi avec vers le fluvial, donc, on est en train de regarder aussi pour remonter fin d'année, début d'année certainement un nouveau vers le fluvial, hein, qui est un moment d'échange et de marquer aussi que dans le fluvial on continue la décarbonation. Je répète ce qui a été dit aussi très bien par Kemoine, c'est que déjà une des premières solutions de décarbonation, c'est aussi de basculer une partie des flux sur le fluvial. Le fluvial, c'est déjà 4 fois moins de CO2 par rapport au transport. On a déjà, le transport routier, on a déjà un premier enjeu de massifier sur les modes lourds nos marchandises. Ça, c'est le premier objectif, c'est aussi le premier objectif qu'a VNF. Et en plus, pour continuer sur la cerise sur le gâteau, on a également cette obligation de décarboner nos flottes fluviales. Mais je tenais juste à rappeler l'importance de travailler sur le report modal. Sur ce sujet de transition énergétique, bien évidemment, VNF, avec l'ensemble de ses partenaires, l'État, l'ADEME, les régions aussi, accompagnent véritablement les transporteurs dans leur investissement. Donc, vous connaissez le dispositif PAMI, le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation, qui permet d'accompagner les transporteurs par un dispositif de subvention pour alléger la partie investissement. On a vu, en termes de transition énergétique, les coûts sont importants et ça ne sera possible que s'il y a un accompagnement financier qui est possible. Donc le PAMI continue, le PAMI se renforce. Augustin en a parlé tout à l'heure, on a des changements au niveau de VNF. Enfin, certains connaissaient parfaitement Geoffrey Guyot, hein, tout le monde le connaissait.
Donc, il continue sa route sur dans d'autres sphères, ce qui est parfait. Et pour ça, donc, on a maintenant 2 nouvelles personnes, une nouvelle équipe sur le PAMI au sein de VNF. Et donc, je pense que vous aurez l'occasion de les rencontrer. Nous avons Augustin Hénon et Lina Chala qui viennent de rejoindre l'équipe, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ils sont 2 au lieu d'1. Donc, ça montre aussi l'importance que l'on accorde sur le sujet de la transition énergétique. Merci. Difficile de passer en dernier et de ne pas se répéter, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais insister sur plusieurs points. D'abord, le premier point, c'est ce qui vous a été présenté aujourd'hui, c'est un exercice probablement unique en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent en termes d'études de pré-faisabilité sur l'implémentation de l'hydrogène à bord des bateaux fluviaux. Et donc ça, c'est une première française dont il faut être assez fier. Cette étude, elle atteste, nonobstant ce que nous a dit Steve Labelli tout à l'heure, d'un réel potentiel de l'hydrogène comme source d'énergie utilisable en navigation intérieure. Plusieurs cas d'application, ça a été rappelé. Un prochain cas d'application en France à la fin de l'année, peut-être au début de l'année prochaine avec le 6. Ce rapport qui sera donc disponible début juillet, vous le verrez, vous le lirez, ne s'adresse pas uniquement à des spécialistes, j'insiste là-dessus, mais il est lisible et compréhensible par le commun des mortels. Donc moi j'ai réussi à le lire, donc c'est-à-dire que vous pouvez toutes et tous le lire et le comprendre sans difficulté. Avec ce rapport, les opérateurs c'est comme ça que ce rapport a été rédigé, tous les éléments et toutes les bases pour pouvoir, le cas échéant, s'engager dans des études de faisabilité. Et d'ailleurs, ce rapport sera versé au groupe d'appui à la transition énergétique GATE que nous lançons à la fin du mois de juin dans le cadre du programme REMOVE. C'est-à-dire que nous allons proposer aux opérateurs de transport de les accompagner dans leur process de verdissement de leur flotte. Alors, nous nous intéressons, c'est-à-dire que pratiquement nous allons mettre à leur disposition des bureaux d'études. C'est vrai que dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur la motorisation électrique et hybride, mais il y aura une deuxième phase dans ce programme REMOVE qui élargira aux différentes technologies. Donc les résultats, comme le disait Laurent, ouvrent sur une suite ou des suites, c'est l'expression que vous avez employée. Ils donnent des éléments d'analyse stratégique, et ça c'est extrêmement important. Vous avez vu que ce matin, on est systématiquement passé d'éléments extrêmement pointus, grâce notamment aux questions de Pierre-Jean, à des éléments voilà, de stratégie pour à la fois nos politiques professionnelles, et c'est le sens du partenariat qui a été noué, mais également pour les politiques publiques, et ça a été évoqué largement, les engagements pour la croissance verte, les enveloppes financières du PAMI, l'étude Fluent, et puis je voudrais quand même remercier un certain nombre de gens. D'abord nous autres, la compagnie des yachts de Paris, qui nous accueille ici, qui a fêté ses 30 ans d'existence il y a 2 jours, et qui est également engagée dans une démarche de verdissement de sa flotte avec Bateaux Parisiens et Bateaux Bus. Et donc, je leur enverrai le rapport, et puis je les inviterai à considérer le passage à l'hydrogène. Notre bureau d'études, LMG Marine, puisque ça se prononce à l'anglaise, notre chef d'orchestre, Laurent Moelle, et non pas Laurent
Val. La région, qu'on n'a pas beaucoup citée, il faut dire qu'elle n'est pas présente aujourd'hui directement, mais elle est présente sur la totalité des slides. Nos différents partenaires, les intervenants, et puis vous-même pour votre participation active, votre patience à cette heure tardive. Voilà, je vous renvoie à la lecture de l'étude début juillet. Merci.